Il se passe quelque chose d'étrange avec les océans de notre planète. Ces derniers temps, les signes indiquant que quelque chose ne va pas là-dessous se multiplient. Aujourd'hui, je t'emmène faire un voyage dans l'univers le plus sauvage et le plus étrange de notre planète. Et on commence tout de suite. Les océans de la Terre couvrent plus de 70% de la surface de la planète et contiennent environ 97% de toute son eau. Dans leur profondeur, comme dans la fosse des Mariannes, règne une pression qui nous écraserait instantanément. Et pourtant, il y a là-bas une vie que nous comprenons à peine. Je te tiens régulièrement au courant des découvertes sur notre planète ici, sur cette chaîne. Si tu veux continuer à recevoir des notifications à ce sujet, n'hésite pas à cliquer dès maintenant sur le bouton s'abonner. Merci beaucoup les amis. Les océans de notre Terre constituent un système extrêmement complexe, plein de surprises. Dans le golfe de Panama par exemple, il se passe généralement quelque chose de super passionnant chaque hiver. Des eaux profondes, froides et riches en nutriments remontent à la surface et transforment cette région tropicale en l'un des habitats les plus productifs des océans. Ce phénomène s'appelle l'upwelling. En 2025, pour la première fois depuis au moins 40 ans, ça ne s'est tout simplement pas produit. Cet événement a le potentiel de paralyser des écosystèmes entiers. Mais voyons d'abord ce qui se passe habituellement. Chaque année, de janvier à avril, le golfe de Panama vit un véritable spectacle naturel. Les alizés balayent la mer et repoussent les eaux chaudes de surface loin de la côte, ce qui a pour effet d'aspirer les eaux profondes, froides et riches en nutriments. Nitrates, phosphates, silicates, tout ce dont le phytoplancton a besoin pour vivre. Et quand le phytoplancton explose, c'est toute la chaîne alimentaire qui explose avec lui. Au final, toute la région profite de cet engrais naturel venu des profondeurs. La pêche au Panama dépend en grande partie de cette mine d'or saisonnière. Pendant la saison de remontée d'eau, les pêcheurs capturent parfois 10 fois plus que ce qu'ils ramènent à terre les autres mois. Et puis, il y a un autre effet encore plus important. L'eau froide qui remonte agit comme une climatisation naturelle pour les récifs coralliens de la région. Alors que d'autres récifs coralliens tropicaux souffrent de la hausse des températures de la mer et blanchissent, les coraux du golfe de Panama restent relativement détendus grâce à ce refroidissement naturel. Une équipe internationale de chercheurs dirigée par Aaron Odie du Smithsonian Tropical Research Institute a analysé les données et a fait une découverte inquiétante. Normalement, le courant ascendant commence au plus tard le 20 janvier et dure environ 66 jours. Les températures de l'eau baissent en moyenne de 19 degrés Celsius. En 2025, rien de tout ça. Les températures n'ont baissé que le 4 mars, de moins de 10 degrés, et ce pendant seulement 2 semaines. Derrière ça se cache une catastrophe écologique. Les scientifiques ont analysé 40 ans de données satellitaires, 30 ans de données de bouées de mesure et d'innombrables échantillons d'eau. Et ils n'ont jamais rien vu de tel. Mais que s'est-il donc passé ? La réponse est un peu frustrante, personne ne le sait vraiment. Les chercheurs ont une hypothèse, le coupable semble être le vent, ou plutôt l'absence de vent. Le courant ascendant ne fonctionne que lorsque de forts vents du nord balayent l'eau de surface. En 2025, les vents étaient aussi forts que d'habitude, mais ils soufflaient moins souvent, 74% moins souvent pour être précis. Normalement, la zone de convergence intertropicale se déplace saisonnièrement vers le sud, entraînant les vents avec elle. En 2025, ce déplacement semble avoir été perturbé. Les conséquences de cette mystérieuse défaillance se sont rapidement fait sentir. Les images satellites montraient clairement des concentrations de chlorophylle inhabituellement basses, un signe évident d'une faible vie végétale dans l'eau. La situation est particulièrement préoccupante pour les récifs coralliens. Sans l'effet rafraîchissant des eaux profondes qui remontent, ils sont exposés à des périodes de chaleur beaucoup plus longues. Ça peut entraîner un blanchissement des coraux, un processus au cours duquel les coraux perdent souvent la vie. Mais s'agit-il d'un événement ponctuel ou du début d'une nouvelle tendance ? Il pourrait s'agir d'une fluctuation climatique normale. Après tout, la mer est un système complexe soumis à des variations naturelles. Seules des études supplémentaires permettront de déterminer si l'événement de 2025 marque le début de futures défaillances de ce courant de remontée. Le problème majeur est que ces systèmes de remontée d'eau tropicale sont relativement difficiles à surveiller. Alors qu'on en sait désormais beaucoup sur les grands courants océaniques comme le Gulf Stream, ces systèmes régionaux sont relativement peu étudiés. Les chercheurs réclament désormais une surveillance renforcée, une meilleure modélisation et des recherches ciblées sur les interactions entre l'océanographie, l'écologie et l'activité humaine. Ça va donc être très intéressant de voir ce qui va se passer en 2026. Mais ce n'est pas seulement à la surface des océans que des choses étranges se produisent. Notre monde est composé d'éléments très variés.
Ton corps à lui seul est constitué de nombreux éléments comme l'oxygène, l'hydrogène, l'azote, le chlore, le fluor, le carbone, le calcium, le phosphore, le soufre, le potassium, le sodium, le magnésium et le fer. Et presque tous ces éléments ne se sont pas formés sur Terre, mais trouvent leur origine dans les profondeurs de l'espace. Lorsque de très grandes étoiles explosent en supernova à la fin de leur existence, ces éléments générés auparavant par fusion sont projetés dans l'immensité de l'espace et les forces colossales d'une supernova donnent alors naissance à des éléments encore plus lourds comme l'or, l'argent, le titane, l'uranium, etc. Il n'est donc pas surprenant, en principe, que la Terre contienne des éléments issus de supernovae. En analysant ces éléments de manière ciblée, on peut déterminer avec une relative précision à quel moment, au cours de l'histoire de la Terre, des supernovas se sont produites à proximité. Une équipe de recherche dirigée par le physicien autrichien Anton Wallner a maintenant découvert quelle influence les explosions stellaires passées ont eue sur notre planète. Ils ont analysé des échantillons de roches prélevés au fond de l'océan Pacifique et ont fait une découverte étonnante. En réalité, les chercheurs cherchaient sur le fond marin l'isotope radioactif à longue demi-vie qu'est le fer 60. Celui-ci se forme en effet lors des supernovae et constitue donc un indicateur fiable du moment précis où les effets d'une explosion de supernova ont atteint la Terre. Et grâce à leur découverte, ils ont effectivement pu mettre en évidence deux explosions. L'une il y a environ 7 millions d'années et l'autre entre 4 et 1 million d'années. Il est tout à fait possible que, au cours de l'histoire de la Terre, de tels événements explosifs provenant de l'espace lointain aient eu à plusieurs reprises une influence sur l'évolution et le développement de la vie sur Terre. Mais les chercheurs ont aussi trouvé quelques atomes de l'isotope plutonium-244 et ils ne savent pas trop comment il est arrivé là. En effet, on pensait jusqu'à présent que le plutonium-244 ne se formait pas dans les supernovae normales, mais plutôt lors de la fusion de deux étoiles à neutrons, par exemple. Les résultats des analyses de la roche crustale suggèrent donc qu'un événement impliquant une étoile à neutrons d'une violence inimaginable a peut-être eu lieu dans le voisinage cosmique de la Terre. Il y aurait cependant deux autres explications possibles. Soit les explosions de supernovae peuvent devenir si violentes que, contrairement à ce qu'on croyait jusqu'à présent, du plutonium-244 y est bel et bien produit. Ou bien le plutonium-244 se trouvait dans ce qu'on appelle le milieu interstellaire et a été propulsé dans le système solaire par des supernovas. Une explosion de supernova aurait alors pu faire en sorte que les éléments radioactifs du milieu interstellaire soient propulsés dans ce qu'on appelle l'héliopause, notre bouclier contre le milieu interstellaire, et atteignent ainsi la Terre. C'est incroyable tout ce que recèle le fond marin. Et ça vaut aussi pour ce qui se trouve bien plus profondément sous le fond marin. Vous avez sûrement déjà entendu parler des couches de la Terre, la croûte, le manteau et le noyau. Mais t'es-tu déjà demandé comment on savait que ces couches existaient? C'est justement ce qu'une équipe internationale de chercheurs veut maintenant expliquer avec précision. Ils ont réalisé le plus long forage jamais effectué dans le manteau terrestre et ont ramené un échantillon de roches à la surface. Pour te donner une idée, la croûte terrestre ne fait que 76 km d'épaisseur. Le manteau s'étend jusqu'à une profondeur d'environ 2900 km et à l'intérieur sommeille le noyau terrestre. C'est la centrale énergétique de notre planète. Le problème, c'est que normalement, cette zone est bien trop profonde pour être étudiée directement. Et même percer complètement la mince croûte est pratiquement impossible. Mais les scientifiques ont choisi un endroit très particulier pour leur forage, le massif de l'Atlantis, au milieu de l'Atlantique Nord. Qu'est-ce qui rend cet endroit si spécial ? Le massif de l'Atlantis se trouve au niveau d'une fenêtre tectonique. C'est comme un ascenseur naturel qui ramène la roche du manteau plus près de la surface. Normalement, le manteau est enfoui sous plusieurs kilomètres de roche. Mais ici, l'expansion ultra lente du fond marin au niveau de la dorsale médio-atlantique a fait en sorte que la roche du manteau se soit rapprochée beaucoup plus de la surface. Le navire de recherche au nom évocateur de Joyce Resolution a pris la mer en 2023 pour forer à cet endroit. Au départ, l'équipe avait prévu de forer à environ 200 mètres de profondeur. La roche du manteau est généralement assez friable et a tendance à s'effriter lors du forage, bloquant ainsi la foreuse. Mais pour une raison quelconque, la roche s'est comportée différemment à cet endroit. L'équipe a pu extraire du trou de forage des sections intactes pouvant atteindre 5 mètres de long. Au final, ils ont atteint une profondeur d'1,2 km. Au total, ils ont récupéré plus de 70% de la carotte sous forme de roches cohérentes. Et maintenant, bien sûr, la grande question est de savoir ce que l'équipe a trouvé dans ces carottes. Tout d'abord, ils ont constaté que la composition chimique du manteau était différente de ce à quoi ils s'attendaient. Il y a beaucoup moins de pyroxène dans les roches
et celle-ci présente des concentrations très élevées de magnésium, deux éléments qui s'expliquent par des volumes de fusion bien plus importants. Cette découverte pourrait changer notre compréhension de la façon dont le manteau fond et conduit au volcanisme. Mais la découverte vraiment fascinante concerne peut-être l'origine de la vie sur notre planète. Près du site de forage se trouve une zone connue sous le nom de Lost City, un champ de sources hydrothermales parsemé de structures en forme de tour qui rejettent du méthane et de l'hydrogène dans l'océan. De nombreux micro-organismes se nourrissent de ces molécules et constituent la base de communautés entières de petits invertébrés comme les escargots et les vers tubicoles. Selon certaines théories, c'est précisément dans ce genre d'endroit que la vie sur Terre aurait pu apparaître. Lorsque l'eau de mer s'infiltre dans le manteau, les températures plus élevées le chauffent, la réchauffent et des composés chimiques comme le méthane se forment, qui remontent ensuite à la surface par les sources hydrothermales et fournissent du carburant à la vie microbienne. Si on comprend comment la vie fonctionne dans ces environnements extrêmes sur Terre, ça pourrait aussi nous aider à comprendre comment la vie pourrait exister sur d'autres planètes ou lunes. On fait donc ici des recherches à la fois sur nos propres origines et sur les origines potentielles de formes de vie extraterrestres sur d'autres planètes, que l'on ne vienne pas dire que la science n'est pas passionnante. À chaque forage comme celui-ci, à chaque carotte de roche récupérée, on se rapproche de la réponse à des questions fondamentales. Et à la frontière entre le noyau et le manteau terrestre, il y a encore bien des mystères. L'histoire suivante commence en Antarctique. Une équipe de chercheurs de l'Université d'Alabama a enregistré près du pôle sud, à l'aide d'une nouvelle méthode d'analyse, des ondes sismiques qui avaient traversé l'intérieur de la Terre depuis des tremblements de terre survenus à l'autre bout de la planète, avant d'être finalement captés par les stations de mesure en Antarctique. Les chercheurs ont été très surpris lorsqu'ils ont analysé les résultats. C'est précisément dans cette mystérieuse zone intermédiaire à l'intérieur de la Terre que les chercheurs ont soudainement découvert des anomalies très étranges. L'hypothèse des chercheurs, il s'agirait probablement d'un fond océanique submergé qui a progressivement recouvert toute la zone entre le noyau et le manteau. Là où les plaques tectoniques se rencontrent sous l'océan, d'énormes fosses océaniques se forment, comme par exemple la fosse des Mariannes. Quand ces plaques se rencontrent, on parle de subduction, et au cours des longues périodes de l'histoire de la Terre, une plaque s'enfonce sous l'autre. Dans la fosse des Mariannes, par exemple, d'énormes quantités d'eau sont ainsi entraînées vers l'intérieur de la Terre, où elles suivent un cycle souterrain encore relativement méconnu avant d'être recrachées par des volcans sous-marins à un autre endroit de l'océan. Tout ce processus pourrait aussi avoir joué un rôle essentiel dans l'apparition de la vie, car on suppose que les premiers organismes sont apparus précisément dans ce genre de volcans sous-marins. Mais les scientifiques ont toujours besoin d'un nom très pompeux et compliqué pour les choses. C'est pourquoi ils appellent cette anomalie ULVZ. Ça veut dire Ultra Low Velocity Zone, c'est-à-dire des zones de la limite noyau-manteau où les ondes sismiques se déplacent soudainement à une vitesse extrêmement lente. Les nouveaux résultats de recherche indiquent que toute la limite noyau-manteau est recouverte d'une zone à ultra basse vitesse par le fond marin enfoncé. Son épaisseur varie entre 1 et 10 km. Ces anomalies reposent donc comme des chaînes de montagnes sur le noyau terrestre. Ces nouvelles découvertes aident à comprendre le système géophysique global de notre planète. Cette couche intermédiaire à l'intérieur de la Terre pourrait jouer un rôle important dans la façon dont la chaleur s'échappe du noyau. Et c'est tout de même la partie de la planète qui alimente le champ magnétique qui nous protège à son tour contre le rayonnement de particules du Soleil. La question se pose bien sûr de savoir comment on pourrait en savoir encore plus à ce sujet. Les données sismiques ne sont bien sûr que des observations indirectes et creuser là-bas comme ça va être très difficile. Mais pourquoi ne pas simplement se poster près d'un volcan et attendre que des matériaux provenant des zones à ultra basse vitesse soient crachés? Sans blague, les matériaux provenant des anciens fonds océaniques peuvent être entraînés dans des panaches mantelliques ou des points chauds qui remontent ensuite à la surface lors d'éruptions volcaniques. Parfois, la science, c'est tout simplement ça. En analysant les matériaux issus de certaines éruptions volcaniques, on pourrait donc effectivement obtenir des informations sur ce monde mystérieux qui se trouve sous nos pieds. Et maintenant, parlons d'une découverte qui ébranle littéralement les fondements même de notre compréhension de la vie. L'océanographe Andrew Sweetman de la Scottish Association for Marine Science a mené avec son équipe des expériences au fond de l'océan. À l'origine, il voulait simplement mesurer la quantité d'oxygène consommée par les organismes qui vivent là-bas. On le fait généralement à l'aide de chambres spéciales qu'on pose sur le fond marin et qui mesurent ensuite la teneur en oxygène pendant plusieurs jours. Dans toutes les mesures de ce type effectuées jusqu'à présent, la teneur en oxygène baissait toujours.
Logique, puisque les organismes là-dessous consomment de l'oxygène en continu. Mais cette fois-ci, tout était différent. Au lieu de baisser, la teneur en oxygène dans les chambres n'a cessé d'augmenter. La première idée qui nous est venue, c'est que les capteurs devaient être cassés. Les scientifiques ont répété les expériences plusieurs fois dans différentes zones de la zone Clarion-Clipperton. À chaque fois, le même phénomène, de l'oxygène se forme là-bas, dans les profondeurs, dans une région où ça devrait être impossible. Car l'oxygène est produit par la photosynthèse, c'est-à-dire par les plantes, les algues et les cyanobactéries qui utilisent la lumière du soleil pour transformer le CO2 en oxygène. Mais à 4000 mètres de profondeur, il n'y a ni plantes ni lumière du soleil. C'est pourquoi les chercheurs appellent cet oxygène nouvellement découvert oxygène sombre. C'est vraiment une découverte révolutionnaire. Car si la production d'oxygène peut avoir lieu même sans l'action de la lumière du soleil, alors la vie sur Terre aurait pu apparaître d'une manière tout à fait différente de ce qu'on pensait jusqu'à présent. Et encore plus passionnant, si de l'oxygène peut se former ici sur Terre dans l'obscurité, alors peut-être aussi sur d'autres corps célestes de notre système solaire, comme la lune d'Europe de Jupiter ou la lune d'Encelade de Saturne. Mais comment se forme l'oxygène sombre? Quelques rares micro-organismes en seraient capables. Mais lorsque les chercheurs ont empoisonné leurs échantillons avec du chlorure de mercure pour tuer toutes les bactéries, l'oxygène a continué à se former malgré tout. Ils ont alors testé si le rayonnement radioactif provenant de la roche pouvait peut-être scinder les molécules d'eau. Mais là encore, rien. C'est alors qu'ils ont compris, là-dessous se trouvaient d'énormes quantités de nodules de manganèse. Ces amas métalliques pourraient fonctionner comme des piles naturelles. En effet, les nodules se forment couche après couche sur des millions d'années et différents métaux s'y déposent. Manganèse, nickel, cuivre, cobalt. Ces différentes couches métalliques ont des potentiels électriques différents. Et quand on mesure la tension entre deux points sur un tel nodule, on atteint effectivement jusqu'à 0,95 volts. Il faut théoriquement 1,23 volts pour séparer l'eau de mer en hydrogène et en oxygène par électrolyse. Et avec les bons catalyseurs, ça pourrait même fonctionner avec moins de tension. Les nodules pourraient donc effectivement fonctionner comme des millions de minuscules cellules d'électrolyse qui produisent constamment de petites quantités d'oxygène. On parle donc ici d'une nouvelle fonction de l'écosystème dont on doit tenir compte. 80% des océans sont encore inexplorés. Et on se rend compte maintenant qu'il se passe peut-être là-dessous des processus fondamentaux dont on n'avait aucune idée. Bien sûr, l'étude fait aussi l'objet de critiques. Certains scientifiques, curieusement issus d'entreprises minières qui auraient d'autres intérêts dans les nodules de manganèse, mettent en doute ces résultats. C'est pourquoi Sweetman a lancé une nouvelle expédition en 2026 au départ de San Diego. Cette fois avec un équipement encore plus performant afin de rechercher également de l'hydrogène, l'autre produit de l'électrolyse. S'ils trouvent à la fois de l'oxygène et de l'hydrogène, ce serait sans doute la preuve définitive de la théorie de la géobatterie. Et les océans recèlent encore bien d'autres secrets qui t'attendent. Si tu ne veux rien manquer à l'avenir, pense à t'abonner à la chaîne dès maintenant. Tu recevras ainsi toujours une notification. Et cela nous amène au prochain sujet passionnant. Sous l'Europe, un continent englouti est en train de refaire surface. Greater Adria, c'est le nom de ce fantôme géologique qui a disparu dans les entrailles de la Terre il y a des millions d'années et qui refait lentement surface aujourd'hui. Tu trouveras toute l'histoire en haut à droite, clique dessus, c'est vraiment passionnant. En bas à droite, tu trouveras une autre vidéo sur la science et l'espace. Sinon, je dirais qu'on se retrouve dans la prochaine vidéo. À plus les amis.